environ 100 000 crimes et délits qui sont commis sur l'agglomération lyonnaise chaque année. Ne bouge pas! On affirme la présence policière, on se réapproprie la voie publique et quelque part, on insécurise le délinquant. Un jeune qui va brûler une voiture, on lui dit que c'est pas grave, on lui dit que quand il vole une voiture, c'est un emprunt, c'est pas de ta faute, t'as été fabriqué comme ça, c'est la faute à la société. Vous lui donnez un permis de tuer. Christophe, écrasé par un bus en poursuivant son jeune voleur. Hamza, poignardé par 5 jeunes. Emmanuel, tué par un mineur. La violence est hélas en constante augmentation dans notre société, et surtout la violence avec vol, qui enregistre cette année une hausse de 15%. D'après un juge marseillais, 20% des mineurs délinquants sont des criminels potentiels, et aujourd'hui, selon lui, il ne faut plus parler de jeunesse délinquante, mais de jeunesse criminelle. C'est dans les villes qui comportent de grosses banlieues réputées difficiles que les problèmes sont les plus graves. Rien qu'à Lyon, il y a eu cette année 1752 incendies de véhicules et 50 casse-béliers l'an passé. Les casse-béliers sont des voitures volées propulsées contre les vitrines des grands magasins par des pillards qui repartent avec le même véhicule rempli de butin. Et puis, il y a la drogue. Mais là, il ne s'agit plus de trafic à petite échelle. Quand la police fait des prises, elle dépasse parfois les 50 kilos. C'est devenu une véritable économie parallèle qui génère des clans, des mafias et de très gros profits, une évolution vers le grand banditisme face à laquelle les gardiens de la paix ou les inspecteurs qui avaient en charge la surveillance des cités n'étaient plus du tout adaptés. C'est pourquoi 2 brigades spéciales ont été créées, la BSU, Brigade de sécurité urbaine, et la BREC, Brigade régionale d'enquête et de coordination. Leur entraînement est de type commando, comme celui du RAID, dont elles empruntent les techniques et les cagoules. On ne joue plus. Les chahuts d'hier ont fait place à des activités meurtrières, incendies de voitures ou de bus, casse-béliers et trafic de stupéfiants génèrent leur lot de victimes et comme vont vous le montrer Daniel Allais et Jean-Pierre Guirez, cette criminalité nouvelle réclame des réponses appropriées. Il va y avoir un dispositif de barrage. Banlieue lyonnaise, Vaux-en-Velin. 1990, la France connaît ses premières émeutes violentes. Pour les véhicules d'intervention, c'est clair, c'est dispositif par balle, armement individuel et armement collectif sur les barrages. Quartier sensible de Lyon, la Duchère s'enflamme en 1997. Quant aux règles de la légitime défense, elles sont celles que vous connaissez à partir du moment où un fonctionnaire de police est directement menacé par un véhicule qui fonce sur lui et pour lequel il n'a pas d'autre possibilité que de faire usage de son arme. Il y a aussi Villeurbanne, Bron, Vénissieux. Tous ces secteurs engendrent de graves violences urbaines sur l'agglomération lyonnaise. On a environ 100 000 crimes et délits qui sont commis sur l'agglomération lyonnaise chaque année. Les casses par bélier. En 1999, on a eu une cinquantaine de faits commis. Cette année, on a réussi à faire baisser de près de la moitié les faits commis. On en a un peu plus d'une vingtaine. Voici un casse-bélier enregistré par une caméra de vidéosurveillance. Lancée à grande vitesse, une voiture volée défonce la porte d'entrée en cours de réparation d'un centre commercial. Pénètre dans les allées avant de défoncer encore le rideau métallique d'un magasin de sport. Cette fois en marche arrière, pour éviter de casser le moteur. Objectif, dépouiller le magasin en un temps record. Ici, 3 minutes exactement. Autour du casse-bélier, il y a une telle densité dans l'action et ça crée un tel sentiment d'insécurité pour les témoins qui sont à proximité et qui se rendent compte de la sauvagerie de l'agression, qu'au-delà même du vol par effraction, eh bien, il y a un sentiment de peur, d'inquiétude, d'angoisse, et c'est précisément ce que veulent les délinquants. Nestor de Squale Unité. L'unité de Nestor RAF. Ouais, alors il a donc l'apparence d'un véhicule volé, les fils sont faits, c'est une Ford rouge. Est-ce qu'elle peut servir de véhicule bélier ? Des moyennes cylindrées comme ça sont utilisées quelquefois pour être jetées dans les vitrines parce que justement elles n'ont pas un gabarit trop grand.
Les opérations anti-bélier avec 200-300 fonctionnaires telles qu'elles sont mises en place dans l'agglomération lyonnaise sont nouvelles. Elles datent de 1999. On va essayer de faire changer l'insécurité de Caen. Il faut que les délinquants aient le sentiment qu'à tout moment, ils risquent de tomber sur un barrage de police et que s'ils refusent de s'arrêter, ils trouveront des personnels déterminés. Ils interviennent avec des gilets pare-balles, ils interviennent avec des voitures puissantes. Cheminot au point Bravo 5, il nous indique la portée de barrage. Nous avons interpellé un peu plus loin en bas. Les deux individus interpellés. Nestor, je ne me rends pas sur mon site, je fais un tour de périphérique pour essayer de retrouver les voitures break. On affirme la présence policière, on se réapproprie la voie publique et quelque part, on insécurise le délinquant. Alors voilà, nous sommes donc dans la presqu'île, au centre de Lyon, dans le 2e arrondissement. Cette artère est la rue Herriot. C'est une des zones de frappe privilégiées en matière de casse par bélier. Les magasins qui sont de produits de luxe, parfums par exemple, ont été régulièrement victimes de casses, répétitifs même. Ce fait est dû à la proximité de l'axe long du Rhône qui permet très rapidement soit de joindre l'autoroute, soit de quitter l'agglomération par le périphérique en très peu de temps. Ce magasin a été cambriolé 28 fois. Lors de ce casse-bélier en plein centre-ville, les jeunes délinquants cagoulés à bord d'une BMW sont pris en chasse par une patrouille de police. Dans leur fuite, ils feront un tonneau, après avoir tout dévasté sur leur passage. Les auteurs ne seront jamais retrouvés. C'est l'exemple d'un magasin donc, qui a multiplié les moyens de protection. Donc là, on voit un arceau de sécurité en retrait de la première grille qui a pour vocation d'arrêter une éventuelle percussion. Et derrière, on aperçoit une seconde grille, ce qui fait que même en cas d'effraction par une percussion d'un véhicule qui arriverait en angle, les agresseurs ne pourraient de toute façon pas pénétrer dans le magasin. Il faudrait à ce moment-là qu'ils s'emploient à dégrader la seconde grille, ce qui quand même laisse plus de temps pour l'intervention de la police. Interpeller en temps réel des gens qui sont à bord d'une grosse cylindrée, qui sont déterminés à ne pas se laisser interpeller, qui utilisent la vitesse, qui utilisent la puissance et qui, en dernier lieu, sont capables, dans certaines circonstances, d'utiliser les armes, on est en face de la mission impossible. Au feu, une grosse série 5. Où? Elle vient d'arriver? Elle vient ici comme ça, deuxième voiture, deuxième position. Ok. Non, on va juste voir la BMW, ce que c'est exactement. Fais gaffe de bagnole, là. Elle freine un an. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils montent au casque parce que pour eux, c'est une façon de faire voir qu'ils ont des tripes comme... Ils s'identifient un peu aux héros de leurs films pourris américains, là, tout ce qui est le plus violent et tout ce qui... Ils ont la tête montée de ça. La voiture, c'est toujours une grosse cylindrée, parce que ça correspond au mythe, certainement, mais aussi parce que ça correspond à une nécessité. La nécessité de pouvoir rivaliser et même être supérieur aux moyens matériels dont dispose la police. Non, c'est bon, c'est clean, là. C'est clean pourquoi? C'est à eux, il y a le pendentif et tout, les mecs, ils ont la ceinture, ils sont calmes. C'est loin de se rapprocher de nos objectifs qui sont généralement jeunes et cagoulés et fou furieux en BM, quoi. Je veux dire, ils seraient partis s'ils nous avaient vus. La voiture est devenue une arme extrêmement dangereuse. Et en temps réel, il est vraiment très difficile aux policiers de pouvoir réagir dans des conditions satisfaisantes au niveau de la sécurité. Et les percussions de voitures de police sont de plus en plus fréquentes et dangereuses pour les fonctionnaires. Quand ils prennent une BM, qui se font un 270 sur le périph', qui percutent les forces de l'ordre, ils en sont conscients. Ils percutent pour percuter, et en plus ça les fait flipper. C'est ça le pire. Ils prennent le risque de mettre leur vie en l'air, de mettre des vies en l'air pour un moment de bonheur. C'est dingue. C'est un jeu qui blesse, c'est un jeu qui tue, et d'ailleurs une jeune femme en est morte. Dans la nuit du 8 septembre 1998, suite à un nouveau casse-bélier au cœur de Lyon, 2 BMW en fuite percutent à grande vitesse la voiture de Mathilde. 2 personnes ont identifié les meurtriers en cagoule, mais elles refusent de témoigner devant la justice par peur de représailles.
En face d'individus dangereux, évidemment, la position des témoins n'est pas toujours facile. Ils sont tout à fait conscients, et c'est bien normal, du fait que leur témoignage peut leur valoir un certain nombre de difficultés. Et des difficultés, Laurent en rencontre de sérieuses depuis qu'il a témoigné dans le cadre d'une affaire de casse où il a reconnu un des auteurs. Pour moi, je pensais que c'était fini, qu'on n'en parlerait plus. Mais en fait, quelques jours après, 2 personnes sont venues me voir très tard. Ils m'ont dit que c'était pas la bonne personne que j'avais reconnue et qu'ils allaient faire parler d'eux. Je l'ai pas pris au sérieux. Le problème, c'est que le lendemain, un de mes collègues de travail a perdu 2 roues arrière sur un camion 19 tonnes. Heureusement pour nous, ça s'est arrêté là. Mais bon, ça m'a donné quand même à réfléchir. Et en fait, il y a 2 autres personnes qui sont revenues 3 ou 4 jours après, cagoulées cette fois-ci. Et donc, ils m'ont menacé avec un revolver. À partir de ce moment-là, j'ai eu très très peur. Après, c'est la psychose qui s'installe dans le sens où on regarde dans le rétroviseur, on regarde si on n'est pas suivi. Ça devient à la limite parano, quoi. Vous envisagez de déménager ? Changer de lieu de travail, oui, parce que ça fait peur d'être retrouvé. De déménager un peu moins, c'est vrai qu'il va falloir y penser, parce que comme je trouve qu'ils savent beaucoup de choses sur moi, ça donne toujours à réfléchir. Le plus terrible pour Laurent, c'est peut-être de savoir qu'il est menacé par des jeunes qui ont 20 ans à peine. À l'intérieur de la voiture, on a des individus qui sont des jeunes la plupart du temps, quelquefois même des très jeunes individus. Sous les cagoules, on peut trouver un gamin de 15-16 ans assez régulièrement, jusqu'à 20-22 ans. La fourchette étroite, c'est celle-là. Oui, Fred, tu as le caméscope, là, tu as vu le groupe à l'entrée, il faudrait que tu me le prennes, là. Sait-on jamais avec... Ils sont tous camouflés, là. En général, les jeunes, contrairement à ce que l'on croit, ne s'enfuient pas trop loin. Il s'avère qu'ils restent en groupe à côté, donc on les prend au caméscope et l'on peut ensuite repérer le côté vestimentaire ou... voilà, on pourra aller les récupérer plus tard. Fred de Jacques, c'est bon, c'est dans la boîte? C'est bon, j'ai dans la boîte. Ce sont des jeunes des banlieues, bien informés de tout ce qui peut rendre la tâche difficile à la police. Pour ça, ils ont la télévision, ils ont le cinéma, ils ont aussi les arguments qui se passent entre eux dans les quartiers. C'est l'emploi des gants, c'est la destruction de toutes les traces et indices, c'est l'incendie des voitures après l'utilisation, de telle sorte que la police ne puisse pas faire fonctionner les moyens scientifiques. Dans notre genre de délinquance, c'est-à-dire violente, bélier armé et autres, tous les jours on essaie de revoir un peu nos méthodes d'interpellation et c'est vrai que parfois le flagrant délit n'est pas facile à faire. Bon, vous pouvez voir sur le canal, une multitude de véhicules, quand ils sont pas brûlés, ils sont noyés, et puis il y a pas mal aussi d'escroqueries d'assurance, quoi. Environ 1 fois par an, il y a les sapeurs-pompiers qui organisent une opération plongée, et c'est pas rare qu'ils sortent entre 200 et 300 véhicules sur l'ensemble du canal. Ce sont des gamins de plus en plus violents et qui n'hésitent pas à exhiber des armes à feu, à braquer des policiers qui interviennent ou des riverains qui voudraient s'interposer, quoi. Et malheureusement, très souvent, quand on les interpelle, on voit que sous la cagoule, le garçon qui avait le fusil à pompe, il avait 14 ans, quoi. Maintenant, nous, on fait notre maximum pour que ça aille pas jusqu'à une lutte armée qui finirait mal, quoi. Les policiers ont raison de craindre le pire. Le 12 décembre 1998, cette bijouterie du centre de Lyon est la cible d'un violent casse-bélier en pleine journée. 4 jeunes cagoulés et armés projettent une BMW dans l'entrée du magasin. Ça s'est passé tellement vite, on a eu l'impression de plus d'un film que d'un fait divers. Quand on repense à l'événement, on ne peut pas s'empêcher d'une forte émotion. La possibilité que ces gens-là recommencent, aient déjà recommencé, puis recommencent encore. Vous avez pris des mesures depuis? Depuis, à notre initiative, un sas en verre armé réputé infranchissable, à la hauteur de ce qui existe dans les banques, voire mieux. Et puis la ville nous a également mis en place une protection sur le trottoir par des poteaux. Les auteurs, jamais identifiés, réussiront à prendre la fuite, laissant les policiers qui encerclent le quartier dans l'incapacité d'agir. La police ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi en termes de poursuite de véhicules, parce qu'on ne peut pas risquer, pour interpeller des délinquants, de créer un accident mortel sur des piétons qui sont tout à fait innocents de quoi que ce soit. En fait, on a tout un réseau d'autoroutes et de rocades et de boulevards urbains qui permettent de frapper en plein centre-ville ou des villes proches de Lyon. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de solution pour empêcher tout ça.
Une équipe de malfaiteurs qui tape une agence bancaire, même centre-ville, en 4 minutes, ils sont sur l'autoroute. En gros, c'est le quartier où ça brûle le plus sur Vénissieux. Pour nous, les difficultés, c'est de voir les gens brûler les voitures et de les interpeller. Malheureusement, très souvent, ça traboule entre immeubles. Et très souvent, ils habitent les immeubles, ils brûlent la voiture qui est en bas de chez eux, ils remontent chez eux tout simplement. Les incendies de véhicules, un autre phénomène en pleine expansion qui préoccupe la brigade de sécurité urbaine. Sur l'agglomération lyonnaise, il atteint un chiffre record de 1752 voitures incendiées en 1999. Les équipages, aussi nombreux soient-ils et quelles que soient leurs ailes, au cours de les patrouilles à rechercher ces incendiaires, on peut comprendre que pour un incendiaire qui a 10 mètres à faire pour mettre le feu à une voiture et 10 mètres à revenir pour être à l'abri dans son immeuble, voire dans son appartement, à une heure où la police, heure légale, ne pourra de toute façon pas pénétrer, on est en face d'une difficulté au niveau de l'intervention elle-même. On a là un problème d'investigation, mais ce problème est quand même résolu assez régulièrement. Il y a des arrestations en matière d'incendie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est précisément l'état d'esprit qui nous est communiqué par ces incendiaires interpellés. Lorsqu'on lui pose la question de savoir pour quelles raisons et quelle satisfaction il a de brûler ses voitures, sa réponse c'est parce que je m'ennuie et que ça m'amuse de voir les pompiers venir, de voir les pompiers éteindre, de voir les équipages de police. En fait, c'est par oisiveté. Vous n'avez pas eu de plaie depuis la dernière fois? Non, ok. Vous portez votre prothèse combien de temps dans la journée? Toute la journée. Du matin au soir? Du matin jusqu'au soir, sans quitter. Vous transpirez moins? Ça va? Ouais, beaucoup moins, ouais, beaucoup. Ça va nettement mieux. Bon, le moignon est assez irrégulier. En fait, la première chose notre premier souci, quand M. Bagrowski est arrivé au centre, ça a été d'obtenir une cicatrisation de bonne qualité. Et en finale, un moignon de bonne qualité pour permettre un appareillage optimal. Le 31 janvier 1999, l'amusement des jeunes incendiaires vire au drame pour Jean-Jacques. La voiture en feu qu'il tente d'éteindre, équipée GPL, explose violemment, lui arrachant la jambe. Ses collègues, eux, sont brûlés à divers degrés. J'accepte pas l'handicap parce que moi j'étais quand même quelqu'un qui bougeait pas mal, qui faisait beaucoup de sport, qui fait de la moto, qui fait des trucs comme ça. Et puis maintenant, je peux plus faire grand chose. C'est surtout ça qui me. Actuellement. J'étais là pour porter assistance à personne, j'étais pas là pour frapper sur quelqu'un. Et je me retrouve avec une jambe en moins. Je comprends pas pourquoi. C'est pas normal, c'est pas logique. Vis-à-vis de ces jeunes-là, c'est une position très délicate parce que on ne peut pas excuser des jeunes d'avoir un comportement comme celui-ci. C'est des criminels, c'est sûr que c'est des criminels. Comment tu te sens debout là maintenant? Je pense pas non plus que ce soit volontaire qu'on ait mis le feu véhicule pour entraîner cette explosion. Mais enfin, c'est sûr que je l'en veux énormément, je suis sûr que je l'en veux. Je sais qu'ils ont fait de la prison préventive pendant quelques temps, certains plus que d'autres. Ils étaient 4, apparemment. Et je sais que maintenant, ils sont chez eux, qu'ils sont libres. Je crois que très souvent, on oublie les conséquences de cette criminalité. C'est vrai que souvent, les gens font un peu de prison, mais les victimes, elles, en général, elles en ont pour leur vie après derrière. Les jours suivants, 2000 pompiers défilent pour que cessent ces gestes destructeurs. La population est solidaire. Plus jamais ça. Mais un an après ce drame, les jeunes incendiaires n'ont toujours pas compris. Et les feux de voiture ont repris de plus belle. Ils ont tellement plus de valeur et plus de conscience que je suis sûr qu'ils s'en vantent. Mais putain, on a foutu le feu, ça cramait de partout, un flic blessé, un pompier blessé, trop bien. Même si après ils réfléchissent, je suis sûr qu'ils ont le culot de s'en vanter encore le soir même, quoi. C'est grave parce que c'est la perte de toute humanité. Comment veux-tu que des gamins qui fassent ça à 17 ans, qui se vantent d'avoir foutu la vie d'un pompier ou d'un flic en l'air, comment veux-tu qu'ils fassent un bon parcours après, c'est fini? Salut petit. Ah Pierrot, c'est vrai? Je sais pas si je t'ai dit, j'ai piqué. T'as raison. On était en intervention, on était en train de rouler le matériel. Et le seul qui n'avait pas de casque, parce que c'est normal, c'est le conducteur, il s'est vu bombarder de cailloux, c'est pas normal. Il faut savoir que les jeunes nous bombardent alors que la police est là. Et elle ne peut rien faire. Et c'est quand même une minorité, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Ils viennent avec des battes de baseball, avec des cailloux, ils viennent chercher la bagarre.
Salut Cédric. Sur un feu d'appartement ou n'importe quoi, qui est explosion, on connaît les risques. Là-dessus, ce jour-là, on connaissait vraiment pas les risques. On savait que c'était une voiture, on connaît le danger d'une voiture, mais bon, cette violence, non, c'est la guerre. Moi, je souhaite que justice soit faite, qu'ils soient punis pour, et qu'il y ait une vraie justice, quoi. Que ce soit pas parce qu'ils étaient mineurs ou que maintenant ils sont majeurs, mais qu'il y ait une justice qui... Et vous avez confiance? Confiance, on va essayer. Pour que justice soit faite, il faudra aussi à ces pompiers de la patience, car le procès se déroulera dans 2, 3, voire 4 ans. Pour l'instant, Jean-Jacques est sûr d'une chose. L'intervention pour lui, c'est fini. Justice trop lente, sursis gigogne, affaire classée sans suite. À Marseille, le docteur Michel Bourga, père de Nicolas, assassiné par un jeune récidiviste de 15 ans, vient de créer une fédération réunissant les victimes de violences urbaines. Il met en cause le fonctionnement de la justice pour mineurs et la responsabilité des juges. C'était un lundi 9 septembre, jour de la pré-rentrée scolaire. Moi, le lundi, j'ai cabiné le matin. Et puis, vers midi et demi, 1h après avoir fait une visite, on m'a appelé dans ma voiture pour me dire « Votre fils est mourant ». J'ai dit « Mais mourant, ça veut dire quoi ?» Ça veut dire qu'il est mourant, monsieur Bourga. Ça veut dire qu'on ne peut pas le transporter et qu'il a plus sa conscience. Et là, je suis revenu à toute vitesse sur les lieux du meurtre. J'ai assisté à la réanimation de mon fils, mais c'était déjà fini. Il n'a même pas pu quitter le caniveau dans lequel il est mort. Le jeune délinquant grave et multirécidiviste connu avait l'habitude de frapper sur la tête des gens. Et il est passé, il a vu mon fils assis de dos et il lui a tapé sur la tête. Le problème, c'est que quand Nicolas s'est levé, mon fils était un excellent boxeur, il avait peur de rien, et l'autre, il a eu peur. Et là, il a sorti son couteau, qu'il avait toujours sur lui, et il a poignardé Nicolas en plein cœur, sans prévenir, sans discussion. Il n'y a pas eu de bagarre, ils ne se sont jamais parlé. Ils ne se connaissaient pas, ils ne s'étaient jamais rencontrés, il n'y avait aucun contentieux entre eux, ça a été bien analysé. C'était un multirécidiviste connu, comme il y en a de plus en plus, et comme on en fabrique de plus en plus. Il y a environ 171 000 mineurs qui ont été mis en cause en 1998. Dans ces mineurs, il y en a qui ne reviendront jamais devant la justice. Il reste les 30% de récidivistes, et il y aura dans ces 30%, 18% en gros de gens qui vont vraiment entrer volontairement dans la délinquance et dans la déstructuration totale. Il y a simplement 10 ans, ces jeunes-là, effectivement, étaient encore dans l'enfance, donc ils gênaient personne. Maintenant, ils ont 20 ans, et on s'aperçoit qu'ils sont capables de tuer partout. Et les juges, eux, ils vivent dans des bureaux bien fermés, et lorsqu'on leur amène un délinquant, pour eux, c'est une victime. On a une loi, elle est de moins en moins appliquée, il y a de plus en plus de classements sans suite. Donc, effectivement, un jeune qui va brûler une voiture, on lui dit que c'est pas grave, on lui dit que quand il vole une voiture, c'est un emprunt, c'est pas de ta faute, t'as été fabriqué comme ça, c'est la faute à la société. Vous lui donnez un permis de tuer. Robin, tué à coups de couteau. Hamza, poignardé par 5 jeunes. Emmanuel, tué par un mineur. Fabien, tué par balle pour un Walkman. Lorsqu'un mineur arrive devant un tribunal pour enfants pour la 3e, 4e fois, il faudrait un peu envisager autre chose que l'accumulation de sursis ou de peines de réparation, parce que c'est trop. La fois d'après, c'est une sanction qui doit être appliquée, et le sursis, de ce fait, révoqué. On parle volontiers de jeunesse délinquante aujourd'hui. Moi, je parlerai de jeunesse criminelle. C'est pour ça que j'ai peur. J'ai peur pour les éventuelles victimes. 20% des cas me paraissent extrêmement dangereux. Tiens, mon grand, ça va? On est dans la salle de boxe où je me suis entraîné pendant des années avec mon fils et où j'ai entraîné aussi mon fils pendant des années, puisque j'étais un des moniteurs de la salle. Et c'est un lieu très très riche pour moi en souvenirs, en émotions, parce que j'ai tous mes amis et puis des gens qui m'ont soutenu alors plus que les autres pendant le drame. Tous
Cette énergie que j'avais pour mon fils, je l'ai transposée pour que les jeunes ne tombent pas dans ce désastre, quoi. La fabrique des assassins d'un côté et ce qui tue notre jeunesse, donc notre trésor de société, je peux pas le laisser continuer comme ça. Il fallait que je fasse quelque chose. Il faut qu'il y ait des gens comme moi, et on est déjà unis, on est plusieurs. Je suis le président d'une fédération, je ne parle pas qu'en mon nom propre. Nous ne voulons plus voir des magistrats faire n'importe quoi en matière de justice des mineurs. Nous ne voulons plus voir des classements sans suite en série, et je ne peux plus, moi, en tant que parent d'enfants assassinés, supporter les morts que nous voyons. Pascal s'occupe du chien, il le gaze. Si c'est un chien méchant, on sera obligé d'agir autrement. D'accord? On aura affaire à au moins une dizaine de mecs, hein. C'est possible, hein. C'est ce qui est prévu. Si la porte d'entrée on est emmerdé, tu vois ça d'ouvert, on passe par là, hein. Je pète au bélier. Je laisse passer la première équipe et je m'enfile sur la deuxième. Absolument. Et tu me suis après dans l'escalier. Il s'agit d'arrêter 6 individus qui sont répartis sur 5 sites différents. Bon, ces individus au premier degré sont concernés par une affaire relativement classique de vol par effraction, mais certains d'entre eux ont eu un comportement dangereux à l'égard de fonctionnaires de police sur un refus de contrôle. Ils ont aussi été écrasés. Préparation terminée pour 617. Refaites un appel de 608 et de 612. Contrôle l'armoire, sous les lits, tout. Et on annonce. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous bougez pas, tout se passera bien. D'accord, mademoiselle? Allez, madame, on va descendre dans l'escalier. Ne tombez pas, hein. Madame, on va pas descendre rapidement, hein. Les femmes sont terribles parce qu'il y aura de suite des cris, des pleurs qui fait monter la tension. Donc il faut vite calmer les femmes et les mettre à part et leur dire que tout va bien se passer. Tu crois qu'on ne sent pas bien chez nous pour faire des conneries? Tu crois qu'on se sent pas bien? Tu crois qu'on n'a pas un père qui s'occupe de nous? Ou une mère? Moi, mes parents, c'est des bons parents, hein. Alors pourquoi vous voulez qu'on fasse des conneries? Avec 5 autres de ses collègues, ce jeune homme est soupçonné d'avoir volé 13 véhicules en une nuit. Il est connu pour son agressivité. C'est pourquoi toute la famille subit cette perquisition musclée, jusque-là réservée au grand banditisme. Ce sont ces gens-là qui nous imposent ce style de climat. Et si l'on intervient dans ce style-là, de cette manière, ça veut dire que d'autres, avant nous, sont sûrement entrés dans des appartements, dans des cités et ont eu des problèmes. Si ces policiers avaient pu faire leur métier correctement, sans que cela monte rapidement dans la violence, nous ne serions pas là à être beaucoup plus hard, entre guillemets. Je pense pas qu'ils aient peur. Ça fait partie de leur milieu. Les flics, ils les voient toutes les 5 minutes, ils les voient dans une cité ou dans un quartier comme ici. Le flic fait partie du paysage. On fait partie de leur vie comme ils font partie de la nôtre. Je veux dire, c'est... Lors des perquisitions, les enquêteurs lyonnais découvrent au domicile un fusil de chasse. Dans le garage, la tâche se complique. Capot de voiture. Amortisseur. Roues de moto et pièces détachées de toutes marques jonchent le sol. Ainsi que ces 2 réfrigérateurs neufs. Le plus difficile maintenant, vérifier l'origine de chacune de ces pièces pour en déterminer la provenance. Telle cette moto en bon état, censée être une épave sur sa carte grise. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre, monsieur? Ça, je ne savais pas, bon Dieu de bon Dieu. Je ne savais pas, je ne savais pas. Vous savez pas quoi? On vous a pas montré ce que c'est, vous savez pas quoi? Vous savez pas quoi, monsieur? J'en sais rien. Apparemment, vous savez quand même, hein? On vous a rien montré, vous savez pas quoi? Vous craignez déjà ce qu'on va trouver. Alors c'est quoi? Non mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Non mais tu ne crois pas peut-être. Bah, si. Parce que si je le sais, pourquoi moi j'ai... C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas la drogue, non? Ah, tiens. C'est ça. Je sais pas. C'est de la drogue?
Ah bah j'en sais rien. pas du J'ai cannabis? pas vu. C'est la première fois que je l'ai vu. Ma parole d'honneur, c'est la première fois que je l'ai vu le paquet comme ça. On regarde dans les télévisions. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Ah bah bon Dieu, j'en sais rien. Au revoir. Ces 2 paquets contiennent en tout 55 kilos de résine de cannabis, soit plus de 1 million de francs à la revente. Vol, agression ou trafic de drogue. Aujourd'hui, les délinquants sont multicartes. Stéphane vit en cité. Il confirme cet engouement de la jeunesse pour l'argent facile. C'est vrai que grosse partie des jeunes aiment l'argent facile, quoi. Se lever tôt le matin, aller travailler et gagner 5000 balles ou 6000 balles par mois, quoi. C'est pas trop leur façon de faire, quoi. Ils préfèrent pas travailler ou travailler en bas de leur bloc ou ailleurs et gagner 30, 40, 50 000 par mois, quoi, en vendant de la drogue. Avant, la drogue, c'était un petit peu géré par des gros voyous. Et c'est vrai que maintenant, un petit peu tout le monde peut vendre de la drogue, quoi. Ils voient pas, ils regardent pas au loin, ils regardent pas où ça peut les amener, quoi. Bien souvent, s'ils savent que ça peut les amener en prison, ça les freine pas, quoi. Pour la police, rentrer dans une cité et faire face au phénomène de bande reste une mission difficile. La BSU n'a pas hésité à emprunter ses méthodes à celles du RAID pour les adapter à la banlieue. Derrière moi, les gars. Récupérez. Escalier. On doit intervenir dans des cités et c'est vrai qu'il faut vite bien gérer le tout parce que ça peut partir d'une situation au départ un petit peu tendue à une situation de violence urbaine assez dépassée. Lyon est une grande agglomération, donc cette agglomération connaît toutes les évolutions de comportement, toutes les formes de criminalité qui existent dans les autres grandes agglomérations du pays. On a pu dire à une époque que Lyon était la capitale des violences urbaines. D'où la formation, d'où l'adaptation d'une façon générale de la police. Heureusement, on ne peut pas les apercevoir derrière leur cagoule souvent. Parce qu'à ce moment-là, se poserait souvent une question de voir des enfants ou des jeunes adolescents en face. Mais ces jeunes cagoulés sont également armés. Et là, nous ne sommes pas censés le savoir. Et ces personnes armées, avec des fusils à pompe, des armes de poing, sont dangereux pour la population. Vous me gérez la situation là-bas. Il y a les collègues, ils ont besoin de renfort. J'ai rien fait, c'est pas moi. Ça va. La finalité de ça, il faut arriver calmement. Il est vrai que vous avez essayé d'éteindre le gyro. C'est une bonne chose, vous avez tenté de le faire. Ça perturbe. Hein? C'est comme lorsqu'on discute. À partir du moment où on parle fort, ça énerve. Vous baissez le ton, et là, vous allez pouvoir gérer les choses correctement. Hop. On les entraîne physiquement. Parce que quelqu'un qui n'est pas habitué à être fatigué physiquement, il ne pensera qu'à son mal de corps musculaire, donc il sera diminué intellectuellement, psychologiquement. Passez de l'autre côté de la porte. Allez, passez de l'autre côté de la porte. Donc on cherche à faire le contraire. Qu'est-ce que vous faites là? C'est ma femme ici. Non, monsieur, il n'y a rien là. Vous êtes chez ma femme là. Allez, on va rentrer. On y va. Allez, bon. C'est bon, rentre par là. Rentre par là. Écarte les jambes. C'est bon, les gars. Ça va leur permettre de pouvoir opérer correctement. Ils vont sentir sur place que peuvent faire les jeunes. C'est à toi ça? Non, c'est pas moi. Très important. Donc ils vont pouvoir mesurer cet aspect de force qu'ils doivent employer. Depuis les violentes émeutes des années 90, la police doit non seulement faire face à la violence, mais aussi comprendre la complexité architecturale et sociale des cités. Y pénétrer n'est pas une mince affaire, comme l'explique Frédéric Perrand de la brigade de répression du banditisme. On entre dans la cité par un passage qui est l'unique entrée et sortie. Ça leur permet de faire le guet et de détecter toutes les voitures de police qui rentrent dans la cité. Alors dans cette cité, il y a pas mal d'économies souterraines générées notamment par le commerce de drogue, principalement de la résine de cannabis.
La particularité, ce sont les places à Champou-les-Vignes. Et sur ces places, vous voyez, on ne peut pas pénétrer en véhicule. On a implanté un poste de police. Mais il y a quelques mois, on a été obligé d'amener des grosses pierres devant pour éviter les attaques de jeunes et éviter que des voitures soient lancées contre le poste de police. La police peut entrer dans ces cités? Il n'y a pas de cité interdite. La police rentre dans ces cités. Et c'est vrai qu'on est obligé de le faire avec une certaine attention. Il ne faut pas non plus provoquer des incidents au niveau de l'ordre public. Cité Félix Piat à Marseille, considérée comme une cité de non-droit. Ces images sont tournées en caméra cachée pour éviter toute agression contre l'équipe de reportage. SOS médecins et les pompiers ont refusé d'assurer des gardes dans ces quartiers parce que c'était infaisable. Depuis très longtemps, un médecin qui va là-bas, s'il n'est pas connu, risque de retrouver sa voiture désossée ou volée. À partir du moment où on sait que dans ces endroits-là se passent des choses illégales et interdites, alors que c'est un espace qui est en plein centre-ville et en plein milieu d'une société de droit, on laisse faire quasiment volontairement, de peur de débordement que théoriquement on devrait avoir le droit et le courage de dénoncer et de combattre. Au Muro, traditionnellement, il y a une délinquance des jeunes qui est très violente. Toute interpellation dans ce quartier génère des désordres au niveau de l'ordre public et nécessite des interventions souvent lourdes des forces de police. L'État a de plus en plus de mal à être présent. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est lâcher prise. Ce qu'il faut, c'est rester toujours présent dans les quartiers. Or, en 1998, Toulouse a lâché prise. La ville est en proie à une montée de la délinquance. Agressions, braquages, casse-béliers. Dans la nuit du 13 décembre, la mort d'un jeune voleur de voiture de la cité du Mirail entraîne de violentes émeutes dans une ville que la police ne parvient plus vraiment à maîtriser. Un an jour pour jour après le décès de l'adolescent, la tension règne au Mirail et la police craint de nouvelles émeutes en cette date anniversaire. Pour nous, c'est pas un jour d'anniversaire. Pour beaucoup de jeunes qui ont vécu ça l'année dernière, c'était une date qui devrait être célébrée. Là, on a tout entendu, c'est-à-dire qu'à la fois qu'il y aurait un soulèvement extraordinaire, que les Parisiens viendraient, les Marseillais, enfin, ça n'était que des rumeurs. Aujourd'hui, on a un service normal, plus 2 compagnies de CRS qui sont en renfort par précaution. Si on pense que l'année dernière, à la même époque, il y a pu y avoir jusqu'à 10 compagnies pendant les événements, aujourd'hui, c'est la tolérance zéro. Dès qu'il y a un incident, on monte sur les toits, on va chercher les gens où ils sont et on reste pas statique. On essaie de s'adapter aux violences urbaines. Le seul événement de la nuit sera finalement cette pierre jetée du haut d'un immeuble sur la voiture des renseignements généraux en patrouille. On est passé, ils nous ont matés, mais en passant par les coursives, ils nous ont rattrapés certainement, mais là on les voit plus. Soulagement de la police. L'émeute redoutée n'a pas eu lieu. Toulouse a connu en 1999 l'une des plus fortes augmentations de criminalité, 7%. Et l'implication des mineurs y est importante. 29% dans les vols avec violence, 43% dans les vols de véhicules. Il faut dire que la police n'avait pratiquement plus droit de citer dans les cités et qu'au Mirail ou à Ampalo, de jeunes délinquants tiennent encore le haut du trottoir. La police toulousaine tente de se réapproprier ces territoires trop longtemps abandonnés au pouvoir des petits caïds. Son bras armé, la BREC, Brigade régionale d'enquête et de coordination, y fait parfois, comme vous le verrez, des interventions musclées, mais c'est toute la police de proximité qu'il faudrait pouvoir réinstaller dans ces lieux de non-droit. Et là, vous le constaterez, la tâche qui reste à accomplir est immense. À tout de suite. Toulouse en pleine journée. 3 jeunes pénètrent dans cette banque à coups de masse et revolver au poing. Une méthode de braquage largement utilisée en 1998 et 1999. À nouvelle spécialité, nouvelle police.
Bon les gars, on va faire les 2 appartements qui étaient prévus à la rue Jean Vienner avec les collègues de la crime. Donc on se répartit comme prévu 5 et 5. On arrive là-bas, on rentre, on interpelle les gens qui sont à l'intérieur, on sécurise et on assiste à la perquisition que feront nos collègues de la crime. Dans les cités, les policiers savent bien que marcher hors des coursives, c'est s'exposer à des projectiles divers et variés jetés du haut des immeubles. Ces hommes appartiennent à la BREC, Brigade spéciale de violences urbaines, créée à la suite des émeutes de 98. Du jamais vu à Toulouse. On est là pour être un peu en quelque sorte le bras armé du service régional de police judiciaire de Toulouse dans la lutte qu'il a engagée contre les violences urbaines. C'est une forme de délinquance qui s'oppose peut-être avec le plus d'acuité sur certaines grosses agglomérations dont Toulouse fait partie. Dans le premier appartement de ce quartier du Mirail, les policiers ne trouveront pas le jeune garçon qu'ils sont venus chercher. C'est là. C'est là. Pourquoi? Hein? Parce que je vous le dis. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous dites? Je vous dis de rester là. Pourquoi je reste là? Parce que je vous le dis. Faites chier chaque fois, de les 15 jours comme ça, non? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Tiens, ta bonne femme. Dans le second appartement, la perquisition se complique. Un pitbull qui dormait auprès de son maître leur barre l'accès à la chambre. En entendant cet ordre fatal, le maître va finalement accepter d'enfermer son chien sur le balcon. Toi contre le mur. Il faut toujours faire attention au milieu dans lequel on évolue. La discrétion, c'est